Bonjour, je suis Brigitte Blanquet, je suis professeure de psychopathologie et psychologie clinique à l'Université catholique de Lyon. Vous organisez bientôt un colloque sur les mineurs non accompagnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Oui, alors donc vendredi prochain, nous organisons un colloque sur la complexité des situations d'exil pour mieux comprendre ce que vivent ces jeunes gens lorsqu'ils arrivent en France, mieux comprendre leurs problématiques de façon à pouvoir les accompagner au mieux. Du coup, quels vont être les thèmes abordés durant cette journée ? Alors on va travailler sur le parcours migratoire pour essayer aussi de saisir quels sont les enjeux que vivent ces jeunes gens lorsqu'ils arrivent en France, parce qu'avant d'arriver en France, ils accomplissent tout un périple et on s'est rendu compte aussi que certains vivaient des situations d'extrême violence, notamment ceux qui transitent par la Libye. Donc c'est important aussi de comprendre dans quel contexte ils arrivent, ce qu'ils ont vécu, parce que la plupart sont polytraumatisés. Donc on va travailler sur ces trajectoires migratoires. On va aussi travailler sur ce que représente la figure de l'étranger pour les professionnels en France. Moi, j'aimerais aussi travailler sur ce que vivent les professionnels lorsqu'ils sont confrontés à ce public-là, c'est-à-dire des émotions qui les mettent mal à l'aise, pouvant aller de la fascination à la honte. Voilà, donc l'idée c'est que on puisse éclairer la problématique de ces jeunes gens en permettant aux associations, aux professionnels et à tout un chacun de mieux comprendre ce qui se joue pour ces jeunes gens, qui sont parfois très mal accueillis et pas suffisamment écoutés et pris en considération. Du côté des jeunes, il y a des problématiques qui sont liées à l'exil, il y a des problématiques qui sont liées à l'adolescence aussi. Oui, alors il y a des problématiques qui sont liées à l'exil, qui sont liées aussi à la migration et à ce qu'ils ont vécu durant la migration, mais il y a aussi des problématiques qui sont liées à l'adolescence. Donc on a des jeunes gens aussi qui viennent nous interroger sur des symptômes qui sont parfois différents des autres adolescents. Par exemple, pour ces adolescents, on repère qu'ils ont beaucoup de troubles de sommeil, beaucoup de plaintes somatiques aussi. Ils expriment des endroits douloureux au niveau du corps. Donc ça nous demande aussi de prêter attention à leur corps, à leur santé et à ce qu'ils expriment à travers ça. Quelles vont être les suites de cette étude, de ce colloque ? Alors on espère pouvoir publier nos premiers travaux. Oui, ce que j'ai pas suffisamment précisé, c'est qu'en fait c'est un colloque qui vient rassembler des scientifiques en psychologie clinique, en psychopathologie, en psychosociologie et en droit, parce qu'ils ont aussi des droits et on se rend compte que nos collègues juristes ont fait tout un travail pour mettre en œuvre le droit des migrants et en tout cas pour tenter de faire en sorte que les préfectures puissent prendre en compte les droits que ces migrants ont. Et puis on travaille aussi avec des professionnels de terrain. Donc actuellement nous avons 3 associations qui se sont engagées dans ce travail de recherche, une association sur Lyon, une association en Drôme et une association en Ardèche. Et tous les 2 mois, nous accueillons des professionnels à l'université, donc des éducateurs spécialisés, des psychologues et des chefs de service qui viennent travailler à nos côtés pour essayer de nous faire part de ce qu'ils vivent, de façon à ce qu'on tente aussi de démêler quelques questions que les professionnels se posent afin de pouvoir les accompagner au mieux. Est-ce qu'on peut avoir le nom des associations ? Oui, bien sûr. Alors, l'association Les Foyers Mater, excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, mais voilà. Donc, une association qui s'appelle Les Foyers Mater, qui a un site sur Lyon et en Drôme, et puis une autre association qui s'appelle la Maison pour Vivre à Tournon. Et puis on est aussi en lien avec le conseil départemental de la Drôme qui est partenaire de cette recherche et qui sera aussi présent lors de la journée que nous organisons le 20 janvier. Justement, le conseil départemental de la Drôme va-t-il se servir du résultat de vos études ? Est-ce que d'autres collectivités vont s'en inspirer ? Alors on espère, parce que pour nous une recherche c'est vraiment un travail qui doit être utile et dont les premiers bénéficiaires doivent être ces jeunes gens. Donc on a besoin de sensibiliser les associations, les professionnels, les politiques publiques aussi. Donc on espère que ces résultats, en tout cas nos réflexions, pourront
être communiquées et on fera aussi des préconisations. On n'est pas sûr d'être suivi, mais on a un devoir quand même d'alerter. Concernant le thème des représentations des personnes qui accueillent les migrants? Oui, alors on s'est rendu compte en faisant une étude auprès de chefs de service, de psychologues et d'éducateurs spécialisés que les professionnels n'ont pas du tout les mêmes représentations de ces jeunes gens. On s'est rendu compte par exemple que les éducateurs ne savaient pas non plus comment les accompagner parce qu'ils les mobilisaient essentiellement sur des questions de papier, d'identité, de droit, donc ils passaient beaucoup de temps dans les préfectures. Les psychologues se sentent bien démunis pour les soigner parce que c'est pas un public qui fait appel au public avec lequel ils travaillent habituellement. Par exemple, ces jeunes gens, on peut pas leur demander de raconter leur parcours parce que quand on leur demande de raconter, ça leur fait violence et bien souvent ils revivent en direct des situations traumatiques ou alors ils nous disent ce qu'on veut entendre, c'est-à-dire un discours un peu stéréotypé où ils nous racontent tous un peu la même histoire comme un conte. Il y a une forme de pudeur et ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de la rencontre, d'essayer de gagner leur confiance, d'être là sans rien attendre d'eux, mais veiller aux besoins fondamentaux d'abord. Et on s'est rendu compte aussi que du côté des chefs de service, ils étaient porteurs d'espoir, c'est-à-dire qu'ils se disaient avec tout ce qu'ils ont vécu, ils vont pouvoir rebondir et s'en sortir. Donc vous voyez, 3 types de catégories socio-professionnelles, des représentations différentes, et voilà, il va falloir arriver à s'y retrouver en essayant peut-être d'être au plus près de leurs besoins, parce que bien souvent on les écoute mal, c'est-à-dire qu'on les écoute en projetant sur eux ce qu'on connaît de l'adolescence et ce que l'on connaît aussi de ce public, mais au fond on ne les connaît pas et chaque rencontre est susceptible de générer des malentendus parce que on n'arrive pas à les aborder à travers leur culture, leur religion, ce que ça représente. Tout simplement, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes Africains qui étaient très mal à l'aise en relation individuelle avec une éducatrice femme. Parce que chez eux, quand ils grandissent, ce sont souvent les hommes qui les étayent et qui font figure parentale ou figure d'éducateurs. Et ils ont l'habitude aussi de travailler beaucoup plus ou d'être accompagnés en groupe. Le collectif est très important pour eux. Alors quand on leur propose une éducatrice qui leur donne des entretiens individuels dans une pièce, ça peut aussi leur faire violence. Voilà, il y a plein de choses qu'on commence à repérer où on applique et on calque nos dispositifs d'accompagnement sur eux alors que ils n'ont pas le code. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec le dessin et j'ai rencontré un migrant qui m'a dessiné la façon dont il se représentait le lieu d'accueil en France. Et il m'a aussi dessiné son village. Eh bien, le dessin qu'il a fait de son village est vivant. On voit la vertu du groupe, la portée du collectif. Et le dessin qu'il a représenté en France, qui est son lieu d'accueil, il y a des fenêtres qui ferment pas, il n'y a pas de porte, c'est un endroit qui est vide, qui fait peur presque, comme si ça n'avait pas de sens d'être dans un logement en France. Sachant qu'en plus certains vont à l'hôtel, enfin, il y aurait vraiment un travail de réflexion à conduire sur comment on les accueille et quel type de logement on leur met à disposition. Donc là, c'est un dessin qu'a réalisé un adolescent de 16 ans et on voit les corps qui ont été complètement désintégrés. On a l'impression que le corps est un porte-manteau de la tête. Donc ça traduit le travail de survie et de clivage qu'ils ont dû opérer. On voit qu'il n'y a plus de substance, en fait, que le corps n'est pas vivant, avec des pieds qui ressemblent à un culbuto qui pourrait tomber à tout moment, des bras qui ont ce sont des bâtons avec une fourche à chaque extrémité. Donc ça montre l'état somatique et psychique dans lequel ils arrivent. On sent que voilà, ils ont vécu une expérience hors du commun. Et là, donc, il a représenté son village. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une organisation collective avec des huttes qui sont autour de ce magnifique baobab qui est vivant, qui est l'arbre à palabres. Donc, on peut imaginer que les hommes et les femmes se retrouvent autour de cet arbre qui est central, en fait, qui donne vie à ce lieu. Il y a un puits. Alors, le personnage, là, il n'a pas d'épaisseur, il est en fil de fer, mais il est animé. On voit qu'il y a des courbes, que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif. Et on sent bien que le personnage qui va au puits, c'est aussi par souci d'apporter
à tous les villageois l'eau nécessaire. Le moyen de transport, il est collectif aussi. On voit que c'est une espèce de taxi qui va permettre aux hommes et aux femmes de se déplacer. Donc il y a une autre organisation qui est collective et qui est très différente de la façon dont on les reçoit et les accueille en France. C'est important de prêter attention aussi à ces petits cailloux qui sont sur le chemin. Ça veut dire que le sujet dispose de points d'appui et d'étayage suffisants. Un peu à la façon du petit poucet qui met des petits cailloux pour retrouver son chemin. Donc là, ça montre quand même que ce dessin, il est investi, il est habité et qu'il y a un tel contraste entre le dessin qui représente la façon dont le sujet s'est construit et agrandi et la façon dont ils sont accueillis en France. Le dessin précédent illustrait plus la dépression, la béance, le manque de points d'appui. Il n'était pas vivant, il était vide le premier dessin, alors que celui-ci témoigne de vie. À titre d'exemple, je travaille aussi avec un jeune garçon qui est de culture sénégalaise. Et il m'a expliqué combien il était déçu qu'en France, on n'ait pas pu l'intégrer dans un établissement scolaire au prétexte que son niveau est insuffisant, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup investi l'école chez lui, au Sénégal, et pour lui, le sens de cette migration, c'était de pouvoir venir en France, faire des études, obtenir un diplôme et réussir à construire son projet. Et quand en France, on lui a fermé la porte en disant « bah non, il faudrait prendre des cours d'alphabétisation », ça lui a fait violence. Et ce garçon a présenté des signes de dépression parce qu'il était confronté à un vécu de désillusion massive, alors que pour lui, c'était le sens qu'il donnait à sa venue. Vous voyez, des exemples comme ça, on pourrait en trouver d'autres pour montrer que même du côté de ces jeunes gens qui essayent de se construire un projet sur pourquoi ils viennent en France, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont pouvoir aussi continuer de grandir et de réussir leur vie. Parfois, on les confronte à un monde qui a des codes, des valeurs, une culture qui est tellement différente de la leur. Et c'est compliqué aussi pour eux. Ça, c'est donc le dessin qu'a réalisé ce sujet pour me montrer l'immense déception qu'il a connue en France, parce qu'en France, il n'a pas pu être intégré dans un cursus scolaire classique. Et ce dessin représente le drapeau de son pays d'origine, donc qui est le drapeau du Sénégal. Et donc, quand j'ai vu ce dessin, je lui ai demandé de me raconter l'histoire de ce drapeau. Et en fait, il m'a précisé que tous les matins, quand il arrivait en classe au Sénégal, il devait hisser le drapeau. Et pour lui, c'était vraiment le symbole de l'intégration sociale, de la vie et aussi de la réussite. Donc il y avait toute cette organisation autour de l'école qu'il ne trouve plus en arrivant en France et qui le met en grande difficulté parce que pour lui, le sens qu'il donnait à sa venue en France était de poursuivre les études qu'il avait engagées au Sénégal pour pouvoir continuer de s'instruire, d'apprendre et d'apprendre un métier. Or, quand on arrive en France, on les bilante, on vérifie leur niveau et en fonction de leur niveau, on leur propose des cours d'alphabétisation alors qu'ils auraient besoin aussi de continuer d'évoluer et de vivre dans un système scolaire adapté à leur situation. C'est là-dessus que j'ai travaillé sur le traumatisme, parce que souvent dans le premier dessin, le sujet raconte les traumatismes qu'il a vécus. Et quand on regarde ce dessin, on voit que le personnage est en train de chuter, en fait. Il n'est pas représenté en entier, il n'y a qu'une partie de son tronc. Il manque un bras, il manque les jambes, on le voit en train de tomber, il manque les organes sensoriels, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez, il manque une oreille. Donc ça montre aussi le vécu de désintégration psychique qu'a vécu ce sujet durant sa traversée et son exil. Il y a quelque chose qui est, on pourrait dire, qui est mort psychiquement. Et donc c'est un peu ce qu'il a montré, le vécu de chute, à travers le vécu de chute, c'est une illustration de ce vécu de désintégration psychique. Donc on voit que quand ils arrivent, ce sont des rescapés en fait, et qu'ils ont connu des situations extrêmes. Parce qu'il a voulu m'expliquer. Alors, quand on regarde tous les signes à côté, les chiffres, les lettres, on n'y comprend rien. Quelqu'un qui aura ce dessin se dit, c'est quoi ces gribouillis? Et en fait, il a voulu montrer ce qu'a été sa trajectoire migratoire. En effet, on n'y comprend rien parce que ça montre que le sujet a été complètement désorienté et perdu. Alors, il a essayé de se représenter son trajet, il a essayé d'établir une chronologie, mais ça tient pas. Et au bout d'un moment, ce sont des signes, des lettres qui sont posées comme ça, mais qui viennent traduire la manière dont le sujet est complètement perdu et a été perdu durant son parcours. On pourrait même dire que c'est pas que perdu, c'est même un vécu de perdition.
Ce que j'aimerais montrer dans ce colloque, c'est combien les figures que l'on projette sur eux constituent des entraves à la rencontre. Par exemple, la figure de l'étranger, je vais travailler sur ce qu'évoque la figure de l'étranger et la façon dont la figure de l'étranger nous amène à avoir un regard objectif et pas subjectif, de la même manière qu'on projette aussi sur eux la figure du monstrueux et du monstre, parce qu'on sait qu'ils ont connu des situations extrêmes, mais du coup le fait de projeter sur eux la figure du monstrueux, ça vient aussi susciter une certaine excitation, une certaine honte. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les humains payaient pour aller dans les foires, voir des hommes et des femmes qui étaient victimes d'anomalies génétiques ou qui pouvaient illustrer quelque chose du monstrueux. Et bien souvent, quand ils arrivent, comme d'ailleurs certains survivants de la Shoah ou d'autres situations génocidaires, on les déshumanise, mais malgré nous d'ailleurs, hein, parce qu'on se dit ils ont vécu de telles choses qui sont inhumaines qu'on peut pas s'empêcher de projeter la figure de l'inhumain et de l'inhumanité sur eux. Et du coup, on voit se profiler la figure du monstre parce qu'ils ont vécu des choses incroyables. Et donc, c'est aussi pour permettre à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, à tous les professionnels, de pouvoir entendre aussi ce qui se joue pour eux et ce que ça vient agiter en eux pour tenter de les réhumaniser et de pouvoir accueillir ces sujets comme des hommes et des femmes. En fait, cette recherche, c'est vraiment un cri d'alerte que l'on aimerait lancer, parce que c'est pas qu'un sujet de société ou un fait divers anecdotique. On est confronté vraiment à des jeunes gens qui sont en souffrance et qui présentent des signes de traumatisme pluriel qu'il faut tout à fait prendre au sérieux. Et je vais commencer mon allocution en présentant le tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, où on voit sur un radeau un certain nombre de corps qui sont décédés, puis d'autres qui sont vivants, pour illustrer la figure de la survie. Parce que ces jeunes gens, quand ils arrivent, ce sont des survivants et ils ont survécu à des dangers, à des périls, ils ont survécu à des situations mais extrêmes. Je me suis amusée à reparcourir l'histoire de ces rescapés qui avaient échoué sur le radeau de la Méduse, donc c'était en 1816, pour essayer de comprendre ce qu'avaient vécu ces marins à l'époque. Et on voit qu'en 15 jours, ils ont été confrontés à des attaques de panique, à des exactions entre eux. Certains se sont retrouvés balancés par-dessus bord parce que c'était les plus aguerris qui pouvaient survivre. Il y a eu aussi des faits de cannibalisme parce qu'ils ont connu la faim, ils ont connu le désespoir. Enfin, on n'imagine pas ce que ces sujets peuvent vivre durant leur traversée. Alors c'est vrai qu'entre 1816, lorsque Géricault a dépeint ce tableau de la Méduse, qui est éloquent, hein, quand on le regarde, ça fait froid dans le dos, quand on voit vraiment des hommes en situation d'agonie. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a réellement un écart? Est-ce que le tableau de Géricault est obsolète? Est-ce qu'il raconte une réalité qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui? Ou est-ce qu'il parle aussi de notre monde contemporain?